Amis et internautes, bonsoir. Très content de vous retrouver dans votre émission Seven Sport sur la 72 TV. Alors aujourd'hui, on a un entretien spécial avec une invitée de marque, vraiment, quelqu'un qui est une référence, un modèle pour les journalistes sénégalais, Mame Fatou Ndoye de la TFM. Donc depuis longtemps, on voulait l'interviewer, mais voilà, avec un problème de temps. Sûrement, elle était tellement débordée qu'on n'a pas pu avoir cela. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de l'accueillir dans Seven Sport sur la 72 TV. Mame Fatou, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation et bonsoir. Merci Fodé, merci d'avoir fait preuve de patience. C'est vrai que ça n'a pas été évident de caler ce rendez-vous. Mais vous avez vu que cette année, notamment l'année 2022 a été très chargée avec les événements sportifs qui se sont succédés. En tout cas, c'est un plaisir de répondre à votre invitation dans Seven Sport et voilà, merci de m'y convier. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. En tout cas, comme je l'ai dit, Mame Fatou, beaucoup de personnes vous ont vu avec cette éclosion rapide-là et méritez vraiment une dame qui est très brave. Le journaliste sportif, souvent, sont les hommes qui sont au devant de la scène. Mais quand même, vous avez réussi à être au sommet. Vraiment. Qui est Mame Fatou Ndoye? Merci déjà pour le compliment. C'est toujours encourageant de recevoir des encouragements de la part de ses confrères. Effectivement, moi, je suis une dame qui évolue dans un milieu dont on dit qu'il est assez masculin. Voilà, aujourd'hui, ça fait quand même mine de rien 16 ans que je suis dans le métier. Donc l'éclosion n'est pas aussi rapide que cela, elle a pris du temps, c'est de la maturation, c'est du travail, c'est beaucoup de sacrifices. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente que les gens reconnaissent évidemment ce que je fais, même si aussi cela n'empêche que je suis toujours en phase d'apprentissage et aussi toujours envie de progresser, toujours envie de, comment dire, casser entre guillemets le plafond de verre. Parce que ce métier, on l'a choisi aussi par passion. Et quand on le choisissait, on était en 4e collège. Donc ça fait un moment qu'on savait que voilà, on avait envie de faire ce métier. Donc on s'est donné les moyens petit à petit, à travers les études d'abord, parce que pour moi c'est un aspect très important. Et mes parents m'ont éduqué aussi en me faisant comprendre que l'éducation c'est important, les études c'est important. Donc c'est par cette voie que j'ai cheminé jusqu'à aller à l'université. Donc, où j'ai quand même fait presque 5-6 ans. Je suis sortie avec un diplôme d'études en DEA, en information communication. Par la suite, j'ai fait un master en journalisme. Donc, ouais, après le bac, j'ai pu quand même travailler, encore étudier et allier aussi ces études avec des stages. Mais depuis le collège, je savais déjà que je voulais être journaliste. Et donc, j'ai choisi en fait mon cursus universitaire en fonction de cela. Et aujourd'hui, voilà, le fait de pratiquer ce métier, voilà, de pouvoir réaliser ce qui était un rêve et qui est devenu un objectif, ouais, c'est, voilà, on est reconnaissant, on remercie le bon Dieu et on espère avoir encore quelques années devant nous pour continuer à faire le job. Donc c'est un rêve réalisé, on peut dire. Oui, c'est un rêve qui se réalise parce que ouais, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les chaînes étrangères. J'avais aussi une émission dont je parle souvent qui s'appelle Nulle part ailleurs, qui passait sur Canal, qui était avec Philippe Gildas, Antoine Decaune et avec aussi des chroniqueurs. Je trouvais que ce plateau était bien fait. Ça m'a fait rêver. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Au début, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais encore au primaire, je me disais que ouais, j'aimerais bien être avocate. Mais vous savez, quand vous êtes enfant, vous êtes influençable. Donc il y a mon maître qui me dit, Monsieur Ibrahim, qui me dit, oui, mais tu sais, avocate, parfois tu peux mentir et tout. Donc à l'époque, bon, tu es jeune, tu es un peu traumatisé, dit non, moi je ne veux pas faire un métier où je vais tout le temps mentir et tout. Et entre-temps, au fur et à mesure, donc j'ai choisi ce métier de journalisme et franchement, oui, c'est un rêve qui se réalise. Et aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas pu faire autre chose. Ah, c'est magnifique. En tout cas, vous avez fait aussi un stage à RFI, au dit-on. Comment c'était ce stage-là avec les plus grands journalistes au niveau français? Bon, ça a été un bon stage parce que bon, à l'époque, je crois que je ne sais plus si j'étais encore à l'université ou en école de spécialisation parce que ça remonte. Bon, j'avais postulé, ils m'avaient pris pour 1 mois. Donc c'est là où j'avais pu rencontrer les Christophe Jousset, Eric Mamrut, il y en avait d'autres. Il y avait un monsieur qui était quand même, dont j'étais assez proche et qui est parti à la retraite, mais son nom m'échappe, Philippe, je ne sais plus quoi. Et donc on a fait un stage, c'était intéressant.
Je me souviens mes premiers reportages. Je crois que je suis allée faire un reportage sur le kickboxing. Et donc avec un monsieur d'ailleurs qui est devenu un champion de kickboxing. Donc quand j'ai fini mon reportage, bon, il y avait des rectificatifs à faire. Bon, les journalistes m'ont dit voilà, il manquait peut-être de l'émotion, il manquait ceci, cela. Donc je suis repartie le refaire, où je l'ai remonté. Et après avoir fait ce stage, j'ai eu la chance de refaire un autre stage. C'était exceptionnel. D'habitude, tu faisais un stage, normalement, c'était une seule fois que tu étais accepté. Mais l'année d'après, j'ai pu revenir et voilà, faire un autre stage. Et donc, ce sont des gens avec qui j'ai gardé contact. Et maintenant, quand ils me voient, ils me disent, bon, Mam, tu as grandi, tu as fait ton bout de chemin, etc. quoi. Donc, voilà. Maintenant, moi, je les ai rejoints aussi dans le métier. Et c'était une bonne expérience. De toute façon, toutes ces expériences vous permettent de... Voilà. De travailler, de vous renforcer. Ouais. Le chemin était long, quand on se rend compte que très long. C'est pas du tout facile. Non, du tout. Voilà, beaucoup de stages, beaucoup d'efforts fournis. Ouais, donc c'est grand la métier. Ouais. Alors, je vous ai lu à travers un entretien, il y a maintenant 4 ans, avec une consoeur, où vous dites que votre papa, a beaucoup apporté dans la formation. Oui, mon papa a été professeur d'université, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, très rigoureux par rapport aux études, par rapport au savoir. Voilà, il nous a incité tout le temps à étudier, surtout à avoir une formation de base solide. Parce qu'on se rend compte en fait avec l'âge, quand on grandit, peu importe le niveau d'études où vous arrêtez, quand vous avez une formation de base solide, ça vous aide pour le futur, pour l'avenir. Parce qu'après, en fait, voilà, c'est maîtriser vos règles de grammaire, vos règles d'orthographe. Il nous faisait beaucoup de dictées. Donc c'est quelqu'un qui nous a encadrés quand on était jeunes. Évidemment, il nous a encadrés, il nous a éduqués. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a beaucoup accompagnés. Donc après avoir fait, entre guillemets, ce que j'appellerais son devoir de père, c'est-à-dire voilà, nous aider à étudier, nous amener donc en Europe pour qu'on puisse aussi poursuivre nos études et aussi découvrir le monde. Parce que ça aussi, c'est un atout assez intéressant. Moi, il m'a accompagné jusqu'à ce que je trouve même du boulot ici au Sénégal. Parce que c'est lui, grâce à lui, que je suis rentrée au pays. Au départ, j'étais assez hésitante après mes études, mes stages, tout ça. J'étais un peu hésitante, je ne savais pas si je devais revenir ou rester là-bas. Parce que bon, j'avais quand même vécu en France 9 ans. Donc c'était assez compliqué. Mais lui, franchement, il m'a encouragée. Il m'a dit, Mam, ce serait bien que tu rentres au Sénégal pour apporter aussi ta pierre à l'édifice. Voilà, tu as été formée au Sénégal, tu es sénégalaise, donc il faut rentrer et essayer de travailler pour ton pays. Et voilà, donc il a pris mon CV. Donc j'avais préparé un CV, une lettre de motivation, donc plusieurs exemplaires. Ouais. Et lui, il l'a pris, il les a pris, il est allé au niveau de la RTS, il a déposé un dossier. Il est allé au niveau de Nostalgie, il a posé un dossier. Et je pense qu'une heure de temps après, les gens de Nostalgie ont appelé au niveau de chez moi, HLM Grand Médine, pas en France, mais chez moi, pour dire qu'ils voulaient me parler, etc., etc. Et derrière, bon, on s'est parlé avec le directeur et voilà pour comment je suis rentrée au Sénégal. Donc vraiment, mon père a joué un rôle très important dans ma vie parce que c'est mon père, c'est normal, mais aussi parce qu'il m'a encadré. Même la passion du foot, c'est grâce à lui, parce que quand on était plus jeune, on regardait tout le temps le foot avec lui. Okay. Et donc voilà, c'est une personne centrale dans ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que oui, il n'est plus là, malheureusement. Il est décédé il y a bientôt 10 ans. Mais voilà, je lui suis redevable et je ne le remercierai jamais assez par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est vraiment en grande partie grâce à lui. Et je pense qu'il vous manque grandement actuellement. Tout à fait, non, mais c'est un manque éternel. Et même quand on en parle, on a les larmes aux yeux. Bon, il a vu quand même mon début de carrière, mais il y a beaucoup de choses auxquelles il n'a pas assisté. Mais bon, c'est la volonté divine, donc on prie pour lui et on espère que voilà, il se repose bien au paradis. En tout cas, c'est bien sûr, c'est une prière aussi de notre part. Bien sûr. Alors, Bafatou, comme je l'ai dit, genre féminin qui s'est imposé, vraiment. Comment vous avez fait pour être à ce niveau-là? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes sportifs qui n'ont pas pu avoir cette carrière-là déjà. Donc, j'ai encore beaucoup de succès. Mais quel a été votre secret dans ce parcours-là? Bon, le secret, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est encourageant de recevoir, voilà, des mots, d'avoir une certaine reconnaissance. Mais encore une fois, moi, je considère que j'ai encore du boulot. Donc voilà, il faut encore continuer à pousser et à travailler. Maintenant,
comme je vous ai dit, moi j'ai un entourage où le travail bien fait, la maîtrise de ce qu'on fait sont des valeurs très importantes. Je pense que voilà, c'est mon environnement familial qui m'a imposé cette rigueur. Donc une fois que la formation de base elle est là, les acquis sont là, après ce qui fait le reste c'est peut-être la persévérance et aussi la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez dans un milieu, vous ne vous posez pas de questions. Moi, je ne me pose pas de questions sur le genre. Quand j'arrive quand je suis arrivée à Nostalgie, quand je vais en stage, je ne me dis pas, oui, je suis une femme, donc voilà, peut-être qu'il y a des a priori. Non, je me dis, aujourd'hui, je suis bien formée, je veux apprendre, j'ai la volonté, donc si je m'y mets, normalement je dois arriver à un certain résultat. Quelque part, c'est de l'ambition aussi, de la volonté. Donc aujourd'hui, moi, en fait, comme je dis, je ne me fixe pas de limite. Voilà. Ce que je peux faire, je sais pas, en termes de production, en fait, j'ai envie de faire des choses. Et c'est ça qui me motive en réalité. Et plus j'avance dans ce métier, plus je me dis qu'il y a encore des choses à faire. C'est pour ça que voilà, je ne me complais pas dans, oui, peut-être que je suis connue, c'est vrai, etc., etc. Mais il y a encore des choses à faire. Je suis impressionnée par votre humilité. Elle est votre âme? Bon, moi, mon père, encore une fois, m'a inculqué l'humilité. Voilà, mon père, c'était un homme érudit, vraiment brillant. Mais il se comportait d'une certaine façon, il ne le montrait jamais. Et je pense que c'est l'éducation aussi qu'il nous a inculqué. Vous savez, l'humilité n'est pas synonyme de manque de confiance. Mais plus vous êtes humble, plus vous vous remettez en cause, plus vous pouvez éviter certains pièges. Quand vous croyez que vous êtes arrivé au sommet, c'est là où vous tombez. Parce qu'arriver au sommet, c'est bien, mais y rester, c'est encore plus dur. Donc l'humilité vous permet justement d'être aux aguets, de réfléchir, de savoir qu'à tout moment, le dérapage il peut arriver. Et quand il arrive, il y a des gens qui seront peut-être un peu contents que cela vous arrive. Donc il faut être humble, il faut toujours se remettre en question pour éviter justement les mauvaises surprises dans la vie, même s'il y en aura toujours. Hein. Ouais. Elle aussi, je pense. L'humilité est une valeur tellement importante dans la vie. Tout à fait. Mafatou, le journalisme au Sénégal, sportif, on a vu que voilà, ça progresse un tout petit peu. Vous qui êtes là, qui faites partie des meilleurs ici au Sénégal, comment vous trouvez ce métier-là? C'est un métier qui aujourd'hui attire beaucoup de monde. Et moi, je pense qu'il y a de la qualité parce qu'il y a des jeunes comme vous, comme d'autres que je rencontre qui se battent sur le terrain, qui essaient d'innover. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme, bon, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde universel, dans un village planétaire où on se regarde, on regarde le foot européen, on regarde les plateaux européens. Quoi qu'on dise, c'est un peu ce qui se fait aussi de mieux en termes de statistiques, en termes de pertinence, en termes d'analyse, en termes de qualité de plateau. Parce que quand on parle de qualité de plateau, certes, il y a les journalistes, mais il y a aussi les chroniqueurs, il y a aussi les anciens internationaux. Donc tout un ensemble qui vous permet justement d'avoir de la qualité en termes de rendu. Et donc aujourd'hui, je trouve que les jeunes journalistes se battent très bien. Maintenant, il y a un petit souci pour moi, et c'est un souci en fait qui se répète dans tous les secteurs de notre société ici au Sénégal, c'est le problème de niveau. Pour moi, en fait, quand tu embrasses un métier, il faut bien te former. Quel que soit le métier, que tu sois enseignant. Pour la médecine, on ne te donne pas le choix. C'est 7 ans minimum plus 3 ans de spécialisation. D'accord? Dans d'autres secteurs, tu as décidé d'être cordonnier, tu vas bien te former. Moi, mon père me disait toujours ça. Il me dit, lire pour l'OEDF, c'est important. Aujourd'hui, quand tu veux être journaliste et que tu ne maîtrises pas la langue dans laquelle tu travailles, c'est problématique. Et pour moi, c'est des problèmes de base qu'il faut régler en fait. Tu as beau être méritant, vouloir faire des choses extraordinaires, si tu ne maîtrises pas tes outils de travail, tu vas avoir des problèmes. Et aujourd'hui, c'est peut-être cette baisse de niveau qui se reflète un peu dans notre métier. Voilà. Il y a des gens qui travaillent très bien, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas, entre guillemets, à la hauteur de leur mission. Et pour moi, ça, c'est un manque de formation. Donc, tout jeune qui va embrasser ce métier doit consentir à faire des sacrifices. D'accord? Avoir une bonne élocution,
pouvoir parler dans la langue de manière fluide, avoir les outils de base, le recoupement de l'information, traitement de l'information, les interviews, la présence, tout ça, ce sont des métiers, ça s'apprend. Voilà. Mais parfois, on veut aussi, on peut penser que c'est un métier facile. Non, c'est pas un métier facile. C'est un métier noble et il faut rendre aussi cette noblesse à travers la qualité de ce qu'on fait. C'est important. Voilà. La suite, la relève, êtes-vous optimiste par rapport au niveau? Oui, je suis très optimiste parce qu'il y a quand même des gens qui sortent du lot. Je pense que le seul truc, moi, que je leur conseillerais justement, c'est d'avoir quand même l'humilité. Parce qu'on est dans un métier où tu es exposé, où très rapidement tu peux peut-être prendre la grosse tête, mais c'est l'erreur à ne pas commettre. Le plus important, c'est de travailler, d'avoir des objectifs et toujours vouloir repousser ses limites, comme je le disais tout à l'heure. Mais je vois, moi, des jeunes vraiment investis, avec une belle plume parfois, parce que le journalisme, c'est pas seulement que l'audiovisuel aussi. Parfois, dans la presse écrite, tu vois des gens qui sont très brillants. Tu as pris du plaisir à les lire. Mais, comme on dit, jang do doy. Voilà. Nit da ngay jang toujours di jang. Li la manqué nga dem motali ko. Voilà. Parce que des fois, da ngay am ay lacunes yoo xamanteni c'est important. Boo koy traîner, da lay top. Voilà. Xam nga sujet verbe complément. Loolu kenn du ko jàngal nit. Voilà. Donc boo ko mënul dès la base boo demee université sax da ngay am ay lacunes yoo xam ne day ànd ak yow léegi nag soo màggee même boo ñëwee ci plateau yi tamit di ko wax day am ay erreurs. Voilà. En avant tout, votre modèle, votre référence dans ce métier-là, il y en a? Moi, mon modèle là actuellement, franchement, non, là actuellement, j'ai pas de modèle. Je pense que moi, je m'inspire de tous les gens qui travaillent bien. Après, à l'époque, à la RTS, j'aimais bien Elisabeth Ndiaye, j'aimais bien Sokhna Diagne, parce qu'elle présentait bien, Mignel Barosey. En Europe, j'aime bien Anne Sinclair. Il y avait aussi une dame qui s'appelait Christine Ockrent, qui était à France 3. Parce que moi, en fait, la présentation m'a toujours attirée. Voilà, la prestance, le charisme, la façon dont elle dégage des femmes. Il y avait même une femme qui s'appelait Béatrice Schoenberg, qui était à France 2 aussi, qui présentait le journal de 20h sur France 2. Ouais, ce sont des gens qui m'ont inspiré. Actuellement, je vois qu'il y a quand même des journalistes qui sont talentueux un peu partout dans le monde. Mais voilà, les références, ce sont celles dont je viens de vous parler. Alors, enfin, c'est la passion. Et voilà, vous avez atteint votre rêve. Enfin, tout maintenant, au-delà même de la passion, qu'est-ce que le journalisme vous a apporté? Le journalisme m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est un métier qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de découvrir le monde. Bon, je l'avais découvert un peu parce que j'avais eu la possibilité d'aller en France après mon bac. Donc je suis restée un peu pendant des années, j'ai voyagé un tout petit peu. Donc dans plusieurs régions. Mais ça aussi, bon, j'en reviens souvent à mon papa. Mais mon papa, il adorait les voyages aussi. Donc quelque part, c'est aussi un legs qu'il m'a donné. Et voilà, le journalisme m'a apporté donc cette découverte du monde, de pouvoir réaliser mon rêve. Parce que mon rêve, en fait, quand je faisais le journalisme sportif aussi, c'était de pouvoir rencontrer les joueurs dans leur cadre naturel, de me déplacer, de faire des choses en fait qui sortent un peu, tu vois, des sentiers battus. Et ça m'a permis de faire ça, couvrir des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique. Là, la Coupe du Monde de Doha, ça a été une expérience aussi magnifique. Ça m'a permis de connaître les gens. Ça m'a permis de connaître les gens. Même des membres de ma famille que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je connais grâce à mon métier parce que je parlais à la télé. Donc voilà, vous êtes un peu la fierté aussi de beaucoup de gens et les gens voilà, donc ouais, non, c'est bien. Magnifique en tout cas. Vraiment, c'est vraiment innovant. Vraiment, on se rend compte que c'est vraiment mérité. Après tout ce chemin passé là, c'est très mérité. Alors on va parler de la Coupe du Monde qui vient de se terminer là. Tout à fait. C'est de jouer au Qatar. Notre pays, le Sénégal, qui était à sa troisième participation. Vous y étiez, vous avez vu l'équipe, on a été éliminé en huitième de finale par l'Angleterre. Comment vous trouvez la prestation du Sénégal, globalement? Bon, on va parler d'une prestation demi-teinte. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a quand même réussi à se qualifier en huitième de finale, malgré beaucoup d'obstacles, dont le forfait de Sadio Mané. Donc, en fait, on est passé par plusieurs étapes. Quand Sadio Mané a été contraint de déclarer forfait,
on a tous été abattus parce qu'on s'est dit non, c'est fini, on va pas s'en sortir. Clairement. Voilà. Mais après, l'équipe aussi a su faire preuve de maturité et de caractère. Donc malgré quand même cette absence de taille, Salif Ciss aussi qui nous fait faux bond entre guillemets à la veille de cette Coupe du Monde, cette équipe a réussi et malgré une entame difficile contre les Pays-Bas, à se surpasser, à enchaîner 2 victoires et à gagner pour sortir de sa poule. Parce que même le match contre l'Équateur, c'était pas évident, mais les Lions ont vraiment fourni un vrai match d'hommes, ont fait preuve vraiment de caractère et ont fait l'essentiel en s'imposant. Maintenant, la fausse note, c'est évidemment cette élimination contre l'Angleterre. C'est pas une fausse note en soi parce que l'Angleterre est supposée être plus forte. Mais en termes de copie rendue, les gens ont été un peu déçus. Parce que nous avons vu une équipe qui a tenu tête pendant 30 minutes, mais qui ensuite s'est liquéfiée. En fait, une fois que le but a été encaissé, on n'a plus senti cette équipe nationale du Sénégal. Elle n'a pas été capable de relever la tête. Et là, cela prouve le travail qu'il nous reste encore à faire par rapport au très très haut niveau. Donc moi, je ne parlerai pas de... On ne peut pas parler d'échec, on ne peut pas non plus parler de réussite. Voilà, donc on peut parler d'une compétition en demi-teinte. Alors vous l'avez dit, le coach aussi l'a dit à l'UC, il a dit qu'il y a un écart de niveau entre nos pays africains mais également les pays européens. Mais là, on peut mettre un bémol, mais je vous laisse terminer. Allez-y, je vous en prie. Non, parce que si on respecte cette logique, le Maroc ne bat pas le Portugal, le Maroc ne bat pas l'Espagne. Hein? La Croatie ne bat pas non plus le Brésil. Clairement. Voilà. Après, sans retard à combler. En quoi faisant? En essayant nous aussi de nous frotter aux plus grosses équipes de ce monde. Parce que le Sénégal, malheureusement, on a tendance à jouer avec toujours ces équipes, on va dire, de seconde partie de tableau, notamment en Afrique, contre lesquelles même les talents individuels peuvent faire la différence. Or, contre les grosses équipes, ce n'est pas que le talent individuel, c'est le collectif. Peut-être avec un Sadio Mané contre l'Angleterre, oui, il nous a manqué un peu ce talent individuel, mais il nous a manqué aussi, je veux dire, cette foi. D'accord, un groupe qui est capable, qui sent qu'il est capable de titiller l'Angleterre. On a lâché les armes trop vite. Donc quand on dit oui, ils sont meilleurs que nous en classement FIFA, oui, ça se comprend, c'est normal. 18 et 2, c'est pas pareil. Mais les grosses équipes aussi se forgent à travers des gros exploits. Le Sénégal aurait gagné à battre cette équipe d'Angleterre et à se faire aussi, voilà, à se réécrire une belle page d'histoire. Effectivement. Alors, au-delà des matchs amicaux qu'on doit faire habituellement, très souvent, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire au niveau même de la fédération, de la Ligue? Moi, bon, si vous parlez que de l'équipe nationale, je considère que le travail doit se faire au niveau de la compétitivité et du choix des joueurs. Je pense que honnêtement, si on se regarde dans la glace, il commence à y avoir, entre guillemets, un peu trop de copinage, je trouve. En fait, beaucoup d'état d'âme sur le choix des joueurs. Il faut prendre les joueurs qui compétissent. Il faut prendre les joueurs qui brillent dans leur club. Il faut faire jouer la concurrence. Ce n'est pas parce qu'on a fait une Coupe d'Afrique qu'on a amené les joueurs, ça a marché. Quand on allait à la Coupe du Monde, mais 50% de nos joueurs, pour ne pas dire 60%, ne jouaient pas régulièrement dans leur club. Mais on n'a pas voulu changer. Et ça, c'est quand même la responsabilité du sélectionneur. Donc, à un moment donné, pour moi, si on doit aller dans une nouvelle campagne en 2024 et vouloir tenir notre rang, il y a des changements en profondeur à faire et il faut se départir des états d'âme et faire des choix judicieux et justes. Voilà. Justement, pour la suite, ça a des questions. On a vu qu'on a prolongé le coach à l'UCC et on doit entamer bientôt les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique. Donc, avec l'UCC, est-ce qu'on pourra être optimiste? Avec Aliou Cissé, on peut être optimiste parce que quelque part, bon, il a fait ses preuves, il nous a gagné une Coupe d'Afrique et il est là. Donc, comme il est là, je pense qu'il faut travailler à ce qu'il peut-être fasse les bons choix. Je pense que c'est ça le plus important. Et moi, pour moi, le point le plus important, c'est celui que je viens d'évoquer. C'est-à-dire regarder le groupe, voir le niveau de joueurs des gens. Il y a des talents qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Avoir le courage d'aller les chercher. Et surtout, point important, mettre en confiance les joueurs. Parce que moi, j'ai un gros souci avec notre sélection. Je trouve que les joueurs, parfois, on les sacrifie.
parce qu'on arrive dans un gros match contre les Pays-Bas. Je donne un exemple. Nicolas Jackson n'a jamais joué 1 minute. Il est venu en match amical contre la Bolivie, contre l'Iran. Il n'a pas fait 1 minute de jeu. Un match aussi compliqué. On est mené presque 2-0. Vous rentrez dans ce match, le monsieur, il était perdu. Quels sont ses repères en équipe nationale? Iliman Ndiaye, pareil. Il vient 4-5 sélections. Aujourd'hui, un joueur, vous le mettez en confiance. Même les Pape Matar Sarr, les Bamba Dia. Bamba Dia, il a cette chance. Ouais. Il a quand même cette chance d'être souvent lancé dans le bain. Ouais. Même si peut-être parfois dans la hiérarchie, c'est pas lui qui doit y être. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse aussi dire les choses. Mais il y a certains joueurs, il faut les mettre aussi à l'aise. Et je pense que le travail de Aliou Cissé aujourd'hui, s'il veut, je veux dire, entre guillemets, sortir par la grande porte, parce que quelque part, je pense que bientôt ce sera la fin. Il y a la CAN qui arrive, peut-être les éliminatoires, peut-être qu'après il va passer la main. Il faut qu'il arrive à faire cette mutation-là. Ça peut être douloureux parce que les joueurs aussi, vous vous prenez d'affection, vous avez votre façon de faire, votre façon de fonctionner. Mais attention, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc pour moi, c'est vraiment sur le travail de la qualité du groupe qu'il doit travailler et insister. En tout cas, c'est bien noté. Je suis très content. Merci. On est à la fin de l'émission. Je vous laisse l'opportunité de dire le mot de la fin. Déjà, vous remercier, encourager 7 TV et 7 Sport, encourager toute votre jeune équipe. Et j'espère qu'eux aussi vont s'éclater à l'avenir. Vous aussi, je vous le souhaite. J'en profite aussi pour souhaiter une excellente année 2023 à tout le Sénégal, que la paix règne sur notre pays et que voilà, on puisse aussi peut-être vibrer prochainement avec le CHAN et une réussite aussi du Sénégal pour sa participation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment aussi de m'avoir accordé ces minutes-là. Ce n'était pas évident du tout. Et voilà, donc vous l'avez dit, promesse tenue, promesse due. Voilà, très content aussi de faire cette interview avec ma Fatou Ndoye, journaliste sportive à la TFM. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais avant ça, je vais remercier également l'équipe technique, accompagnée de Timmy, le maestro et Eva. Merci aussi à tous nos internautes qui nous suivent à travers la chaîne 7 Entertainment. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre numéro.